Bienvenue, on va se plonger aujourd'hui dans des textes qui nous emmènent au cœur d'un siècle, vraiment charnière, le 16e, C'est une époque de basculement, oui. Un monde où la science moderne naît un peu dans les alambics des alchimistes. où la foi la plus pure peut mener au pire massacre et où l'individu, l'idée même d'individu, commence à se dresser face au dogme établi. Et pour explorer ça, on se base sur des extraits d'un livre incroyable, L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Tout à fait. Et à travers ces pages, on va suivre des personnages qui incarnent vraiment les tensions de leur temps. C'est ça, on a principalement trois trajectoires qui partent de la même ville, Bruges. Alors, on a d'un côté deux jeunes hommes qui partent à l'aventure. L'un cherche, on va dire, la gloire, et l'autre... Le savoir absolu. Et en parallèle, on a un troisième parcours, celui d'une femme qui explore une autre voie, la quête d'un absolu spirituel. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment ces trois quêtes, la raison, la gloire, la foi, comment elles se déploient, comment elles se heurtent au réel. Et bien souvent, comment elle se brise. Exactement. Commençons donc par le point de départ, Bruges. On a deux jeunes gens qui décident de partir pour, comme le dit le texte, tâter de la rondeur du monde. C'est ça. D'un côté, Henri-Maximilien Ligre, c'est le fils d'un riche marchand, il a l'argent, le nom, Et une soif de reconnaissance immense. voilà. Et de l'autre, Zénon, un clerc, un bâtard, qui n'a rien, rien d'autre que son intelligence et une curiosité sans limite. Ils partent ensemble, mais dès les premiers kilomètres, leur chemin se sépare, de façon spectaculaire. Ah oui, c'est là que tout commence. Henri-Maximilien, lui, choisit la carrière des armes. Il veut des titres, il veut de la renommée, il rêve de l'Italie, des raffinements. Mais ce qui est fou, c'est la façon dont il prend sa première décision. C'est incroyable. Il hésite entre servir l'empereur Charles Quint ou le roi de France François Ier. Et pour décider, il fait quoi? Il joue sa vie, sa carrière. À pile ou face. C'est un détail qui dit absolument tout du personnage. L'empereur perd. L'empereur père, voilà. C'est cette légèreté, cette espèce de désinvolture face à son propre destin, c'est révélateur, quoi. Il est ce que le texte appelle l'aventurier de la puissance. Mais une puissance qu'il ne prend pas vraiment au sérieux. Ce qui compte, ce n'est pas la cause, c'est le théâtre, c'est le jeu. Et Zéno, pendant ce temps, Zénon, il ne joue à rien. Il prend la direction opposée vers les Pyrénées. Sa quête, elle est intérieure. il ne cherche pas l'approbation du monde. Non, il cherche à le comprendre. Et leur dernière conversation est très marquante pour ça. Henri-Maximilien voit les princes qui s'arrachent les pays comme des ivrognes, une vision très crue du monde. Et Zénon lui répond en regardant plus loin que les forteresses. Il parle des châteaux d'idées et des masures d'opinion. C'est là qu'on comprend que leur monde ne se touche déjà plus. L'un voit le jeu du pouvoir, l'autre voit la structure invisible des croyances, du savoir qui est derrière. Et c'est cette structure que Zénon veut démonter. Ce qui nous amène à son parcours, celui d'un esprit libre et donc dangereux pour son époque. Extrêmement dangereux. Il rejette tout. L'autorité des anciens, les dogmes. Pour lui, Platon et Aristote sont de simples marchands dont on vérifie les poids. C'est d'une audace, presque d'une arrogance incroyable pour le XVIe siècle. C'est l'acte de naissance de l'esprit scientifique, en fait. Il refuse le savoir hérité, il veut un savoir qui vient directement des choses. Par l'expérimentation. Exactement. Son parcours est une série de ruptures. Il étudie la théologie à Louvain pour mieux la critiquer, puis il part à Montpellier pour la médecine, et là, il s'attaque à un monument, Galien. Et ça, il faut rappeler ce que ça veut dire. Pendant des siècles, la médecine s'est basée sur Galien, qui avait disséqué des singes, mais pas d'hommes. Et voilà Zénon qui, en secret, fait des dissections humaines et qui ose dire non, ce qu'on nous apprend depuis 1000 ans est faux. Il explore le corps humain comme une machine, il touche à tout ce qui est interdit. Mais cette quête de connaissances pures, elle se heurte très vite et très violemment au réel. À la société. L'épisode des métiers à tisser. Ah oui, Avec un ouvrier, il met au point des machines qui tissent plus vite. Sur le papier, c'est le progrès. mais dans la réalité, c'est une catastrophe sociale. L'invention met des dizaines d'artisans au chômage. La colère monte et un tisserand finit par détruire les machines à coups de marteau. C'est une tension qu'on connaît encore très bien aujourd'hui, non? Le progrès technique face à son coût social. Tout à fait. Et la réaction de Zénon, elle est terrible. Elle révèle la faille du personnage. Il ne voit pas la souffrance. Non, il ne voit que leur ignorance. Il les traite de brutes, incapables de comprendre. Il leur crie « Retournez dans vos dortoirs pourrir et crevez comme vos pères l'ont fait ». C'est une violence et d'un mépris total. On sent toute la solitude de l'intellectuel qui se croit incompris, mais aussi son orgueil.
Il est tellement sûr de sa raison qu'il en devient aveugle aux conséquences humaines. C'est la grande question de la responsabilité du savant. Et c'est cet orgueil, en plus de ses écrits jugés hérétiques, qui va le perdre. Il devient suspect partout, on l'accuse d'athéisme, de sorcellerie, il doit fuir, changer de nom. Il devient le docteur Sébastien Théus, Un médecin errant qui passe sa vie à se cacher. jusqu'à ce qu'il fasse une chose, impensable. Il revient à Bruges. Oui, il se cache sous l'habit d'un médecin des pauvres, mais le passé, évidemment, finit par le rattraper. Un scandale éclate autour d'un groupe de jeunes moines mystiques, un peu exaltés, les anges. Zénon est arrêté. Son identité est découverte. Le piège se referme. Et sa fin est à l'image de sa vie. Une démonstration de logique et de maîtrise. Pendant son procès, il ne renie rien. Condamné au bûcher, il refuse de laisser à l'Église le contrôle de sa mort. Non. Il choisit de se suicider dans sa cellule. Pour lui, ce n'est pas une défaite. C'est l'ultime expérience. Le dernier phénomène à observer. Je suis d'accord sur la maîtrise, mais n'est-ce pas aussi un terrible aveu d'échec? C'est le triomphe de l'individu sur son corps, oui, mais c'est un échec total de son projet. C'est une très bonne lecture. Le monde l'a rejeté, et il se retire du monde de la façon la plus définitive qui soit. C'est une victoire philosophique, peut-être, mais une défaite humaine, c'est certain. Sa reconnaissance meurt avec lui. C'est la tragédie de l'intelligence pure. Et pendant ce temps, qu'est devenu l'autre? Henri Maximilien, celui qui avait tout misé sur la gloire. Lui, en apparence, il a mené la vie dont il rêvait. Capitaine, courtisan, poète. Il a connu les guerres d'Italie, les intrigues des cours. Il vit pour le regard des autres. Exactement. Pour le sourire d'une duchesse ou l'approbation d'un prince. Mais c'est une existence épuisante, construite sur du sable. Et tout ça nous amène à une scène capitale. Des années plus tard, par hasard, les deux hommes se retrouvent. À Innsbruck, dans une forge abandonnée. C'est l'heure des bilans. Et là, le vernis craque. Complètement. Henri Maximilien vide son sac. Il avoue qu'il n'est pas un grand capitaine, que ses poèmes n'ont qu'un succès d'estime, que ses amours ont été décevantes. Sa vie qu'il voulait éclatante n'est qu'un catalogue de quasi-réussite. Il a couru après des fantômes, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que Zénon aussi, de son côté, confie sa lassitude, son découragement face à un monde qui refuse son savoir. On a deux désillusions face à face. Mais leur fin est radicalement différente. Comme vous disiez, la fin de Zénon a une forme de grandeur tragique. Celle d'Henri Maximilien est juste pathétique. Il est tué peu après, dans une escarmouche sans importance près de Sienne. Une mort rapide, banale. Anonyme. C'est terrible. Toute une vie à chercher la renommée pour finir dans un fossé. Et le détail le plus cruel, c'est son manuscrit. Ah oui? Il portait sur lui son grand œuvre, un recueil de poèmes, le blason du corps féminin, dont il espérait une gloire posthume. Et Le manuscrit est jeté dans la fosse commune avec son corps. Sa quête de renommée s'éteint dans la boue. donc, d'un côté l'échec de la raison pure, de l'autre l'échec de la vanité, il ne resterait que la foi comme refuge. On pourrait le croire, mais les textes nous montrent que cette troisième voie est peut-être la plus dangereuse de toutes, à travers le personnage d'Ilsonde. Ilsonde, une parente des deux autres. Après une jeunesse difficile, elle épouse Simon Adriansen, un marchand converti à l'anabaptisme. C'est un mouvement protestant radical qui veut un retour à la pureté de l'Église primitive. Une quête d'idéal, de justice. Et cet idéal va les mener à Münster, en Allemagne, où des prophètes veulent fonder une Jérusalem des déshérités. Une utopie concrète, ici et maintenant. Mais l'utopie vire très, très vite au cauchemar. La ville est assiégée, et à l'intérieur, coupée du monde, la communauté sombre dans une folie mystique et totalitaire. Un ancien acteur, Hans Buchholz, se proclame roi. Il instaure la polygamie forcée, la terreur. C'est fou, on a l'impression de lire à l'avance le scénario de certains totalitarismes du XXe siècle. L'enfer pavé de bonnes intentions. C'est exactement ça. Et le parcours d'Ilsonde est terrifiant parce qu'elle vit cette descente aux enfers dans une sorte d'euphorie mystique. La faim, la violence, rien ne semble l'atteindre. Elle est prisonnière d'une foi qui la déconnecte de la réalité. Complètement. Et ce rêve sanglant se termine, logiquement, dans un bain de sang. Les troupes de l'évêque prennent la ville d'assaut. C'est un massacre. Oui. Et son mari, Simon, qui était parti chercher de l'aide, revient et la retrouve morte sous un tas de cadavres. C'est horrible. Et le pire, c'est peut-être la réaction de Simon. Malgré l'horreur, il refuse de condamner les meneurs. Il les voit encore comme des martyrs. Comment c'est possible? Il dit qu'ils ont osé vouloir le royaume de Dieu sur terre, même si, et c'est sa formule, ils ont pris la mauvaise route. C'est glaçant. L'idéal reste plus fort que la réalité, même la plus monstrueuse. C'est la tragédie de l'utopie.
Une fois qu'on a décidé que la fin justifie les moyens, Il n'y a plus de retour en arrière. voilà. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, on a 3 tentatives pour donner un sens à sa vie. La raison, la gloire, la foi. Et les 3 échouent. Mais y a-t-il un point commun à ces 3 échecs? C'est la question centrale. Et je crois que oui. Ce qui les anéantissent tous les trois, c'est peut-être la même chose, leur certitude absolue. Ah, c'est intéressant ça. Zénon est absolument certain de la supériorité de sa raison. Henri Maximilien, que seule la gloire compte. Et Ilsonde, de